Alors bonjour à tous. Alors David, aujourd'hui on va faire une petite présentation pour ceux qui n'ont jamais fait d'aquariophilie et qui achètent leur premier petit bac, on va dire. Bonjour Patrick, bonjour à tous tout d'abord. Effectivement, le but aujourd'hui est de donner un petit peu, on fait évidemment depuis un petit temps déjà des vidéos, mais beaucoup de gens m'ont dit à juste titre qu'on ne fait peut-être pas assez de choses pour les gens qui sont vraiment des débutants. Or, quelque part, c'est vrai qu'avec un peu de recul, c'est eux qui ont le plus besoin d'aide au départ pour savoir comment faire, comment mettre en place, pour essayer d'éviter au maximum les bêtises qu'on peut faire quand on ne connaît pas au départ, comme tout le monde. Absolument. Alors bon, ici on a un petit bac, hein. Il fait combien de litres celui-là? Alors, lui, il fait une 60aine de litres. J'ai choisi un petit modèle volontairement, puisque souvent, des gens commencent avec des petits modèles. Là, on est à une 60aine de litres, pas très volumineux, qui existe en couleur blanche, en couleur noire. Ça va de soi que le modèle en question, il ne faut pas tellement s'y arrêter. Le but, c'est de présenter quelque chose. Celui-là a été choisi parce qu'il offre un très bon rapport qualité-prix, en ce sens qu'il est équipé avec un bon filtre, un chauffage, un éclairage LED, du matériel qui tient bien la route pour ce genre de petits volumes, parce que c'est important pour les débutants de choisir aussi un modèle qui est équipé correctement et de ne pas mettre un aquarium avec un filtre qui est trop sous-dimensionné, un éclairage qui n'est pas adapté. Ça, ce sont des choses, dès qu'on veut faire un petit peu de, entre guillemets, d'aquarophilie naturelle, c'est-à-dire avec un peu de plantes naturelles, il est important d'avoir un éclairage qui fonctionne et d'avoir un filtre qui est adapté. Alors on précise bien qu'on est en aquarium d'eau douce, hein? Oui, absolument. Là, on va montrer effectivement pour un aquarium d'eau douce. Donc vraiment le b.a-ba pour celui qui débute. Alors bien entendu, l'aquarium c'est une chose. Ici on peut la prendre avec ou sans meuble, à moins que le meuble ait déjà compris. Non, enfin, c'est-à-dire que le meuble est possible en option, mais ce n'est pas une obligation. Celui qui a par exemple un meuble ou une armoire et la place pour mettre un aquarium dessus, ce n'est pas une obligation de le prendre avec meuble. Voilà, alors après on a des différentes choses à pourvoir avant de commencer l'installation. C'est d'abord le filtre bien entendu. Oui, donc le filtre qui est un filtre biologique qui vient à l'intérieur. Pour ce genre de petit modèle, c'est souvent ce qui est retenu. Tout en n'étant pas trop volumineux, il y a un très bon volume de masse filtrante par rapport au volume d'eau qu'on va avoir, un très bon débit. On est quand même là pour un aquarium qui fait 60 litres sur des petites pompes qui font pratiquement 300 litres heure, c'est-à-dire 4 à 5 fois le volume de l'aquarium à l'heure, ce qui est largement suffisant. Un chauffage qui est adapté, qui est également camouflé dans le filtre et l'ensemble dans un réceptacle en PVC noir qui permet de faire en sorte que ce soit esthétique et qu'au niveau technique, pratiquement rien ne soit apparent, si ce n'est le compartiment extérieur. Alors on va peut-être montrer un petit peu ici. Vous avez sur la photo, on voit les différentes masses de filtration. Alors ces masses ne sont pas éternelles. Alors non, il y en a évidemment qui demandent un entretien plus régulier que d'autres. L'entretien le plus régulier se situe sur les deux qui se trouvent au-dessus, ce qui est logique. En fait, le parcours de l'eau se fait comme ça. Elle entre dans le filtre par le compartiment où se trouve le chauffage qu'on peut voir là devant. Elle passe au-dessus de la première cloison pour traverser les masses filtrantes du haut vers le bas. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que l'entretien est là où il y a l'essentiel, je dirais, des impuretés qui vont arriver, arrive de par le haut. Donc automatiquement, on sait déjà que l'entretien régulier, et ça c'est plutôt une bonne chose, se fait dans le haut du filtre. Il ne faut pas commencer à aller retirer tout ce qu'il y a au-dessus pour aller tirer la mousse du dessous. Donc c'est bien la ouate blanche au-dessus sur laquelle il y a un entretien qui est le plus régulier et qui est un peu variable par rapport à la quantité de poissons et d'animaux et donc surtout de nourriture qu'on va apporter. Donc je dirais là, pour donner une idée aux gens, 4 à 6 semaines pour l'entretien de la partie supérieure donc de la ouate. Le charbon qui est en dessous, je dirais entre 8 et 12 semaines. Celui-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de gros soucis si on ne le fait pas à temps. La seule chose, c'est que l'eau a tendance à devenir un tout petit peu plus jaune. Ça, c'est l'effet principal du charbon. Il retire certaines toxines, mais il évite aussi que l'eau ne se colore avec le temps. C'est ça. Alors bon, bien entendu, vous venez de loin ou bien vous commandez par Internet ce genre de matériel, prévoyez quand même les recharges, c'est quand même plus facile. C'est plus facile, tout en sachant quand même que lors de la mise en route, on a quand même, avant d'avoir à changer quoi que ce soit, facilement 6 à 8 semaines d'autonomie. C'est ça. Alors on a quelques autres petites choses à montrer qui ne sont pas obligatoires mais qui sont intéressantes. D'abord un décor de fond ici. Oui, donc là j'ai voulu montrer quelque chose de tout simple qui est régulièrement choisi, qui est un simple poster qui vient se mettre à l'arrière sur la vitre, donc à l'extérieur de l'aquarium. Il existe à ce sujet, c'est tout simple, mais ça fait une grosse différence, un produit qui permet de venir l'appliquer sans que nous ayons l'effet bulle, c'est-à-dire que si on met ça simplement avec du scotch traditionnel, fatalement il y a déjà un effet miroir qui va s'installer dès qu'on va mettre de l'eau dans l'aquarium.
que lorsqu'on utilise ce genre de produit, on vient vraiment plaquer le décor contre la vitre, ce qui a pour effet déjà de ne pas avoir de bulles et on perd une bonne partie de cet effet miroir, c'est-à-dire qu'on continue de bien profiter du décor qui se trouve à l'arrière. Ça, c'est une solution. D'accord. Alors, on va procéder dans l'ordre. Donc, après la pose du décor qu'on va voir, hein, donc ne rassurez-vous, on va vous montrer tout ça en détail. Voilà. Alors, après, il y a évidemment le sol. Alors, ici, on a choisi un type de sol. Il existe différents types, Oui. différentes couleurs. Voilà, il existe différents types, différentes couleurs. Alors, brièvement, pour ce qui est du sol, on a choisi celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un sol qui est nutritif, qui a également un effet positif sur la qualité d'eau. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui a tendance un peu avec le temps à travailler sur le pH et qui est un très bon support nutritif pour les plantes sans qu'il y ait lieu de mélanger quoi que ce soit. Il est esthétique, il n'est pas abrasif. Ça veut dire que ça peut être important pour des gens qui aiment bien des poissons de fond, qui ont des moustaches, qui ne risquent pas d'aller se blesser sur le sol. Donc ça, c'est un des avantages de ce substrat. Il est nutritif et il est très bon en durée dans le temps. Un peu meilleur que, je dirais, la majorité. Après, il existe encore toujours la solution qui a été utilisée maintenant depuis très très longtemps et depuis de nombreuses années. C'est d'utiliser quelque chose de nutritif qu'on vient mettre dans le fond de l'aquarium avec un gravier qu'on vient mettre au-dessus. C'est aussi une solution qui a divers inconvénients. La partie nutritive qui est en dessous, elle est plus limitée dans son action en durée dans le temps. Ça, c'est un des défauts. L'autre, c'est qu'on verra tout à l'heure, quand on commence à mettre les plantes, le fait d'avoir deux substrats différents, donc le nutritif et le gravier au-dessus, c'est presque inévitable de faire en sorte que ces deux substrats viennent à se mélanger. Et quand ils se mélangent, forcément qu'esthétiquement, on a tendance à voir différentes couleurs. Ici, forcément, on n'a que celui-là, il est nutritif, il est esthétique, il n'y a rien lieu de mettre d'autres. Et alors, le dernier point qui est un avantage, mais qui n'est pas le plus important, c'est qu'en plus, il n'y a pas lieu de le rincer. Il peut être utilisé tel quel directement. C'est ça, un produit plug and play. Voilà. OK. Donc ça, c'est pour le sol. On met quelle épaisseur de sol à peu près? Alors ça, c'est une très bonne question et une question importante. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu de relief dans le sol. Il ne faut pas chercher à avoir 3 cm partout, un niveau plat. C'est toujours plus joli. Après, c'est une question de goût, bien sûr. Mais à mon sens, c'est toujours plus joli quand on a un peu de relief dans le sol. Bon, quand on dit du relief, il est évident qu'on ne va pas les mettre une très grosse couche à l'avant qui va être apparente. On essaie de mettre relativement peu à l'avant. C'est plus esthétique, ça donne l'impression aussi que l'aquarium est plus haut, donc plus grand. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus d'épaisseur à l'arrière. Donc on a tendance à dire, pour le calcul de ce qu'il faut en substrat, de compter une moyenne d'à peu près 6 cm sur la surface, en sachant bien entendu qu'on en met nettement moins à l'avant et nettement plus derrière pour donner un peu de volume au substrat. C'est ça. Bon, de toute façon, vous pouvez toujours demander des conseils sur les quantités à acheter par rapport au type de bac. Hein. On est là pour ça. Alors, bon, après, il y a la partie décoration. Ici, on a pris une pierre décorative. Hein. Bon, il en existe des tonnes. Beaucoup de types. Une parenthèse importante sur les pierres. Ici, c'est une pierre naturelle. Il en existe évidemment beaucoup de types en pierre naturelle, en décoration artificielle. Ça, c'est une question de goût de tout à chacun. La raison pour laquelle j'ai choisi celle-ci, c'est que c'est d'une part, et ça c'est important de le signaler, une pierre qui est neutre, c'est-à-dire qu'elle ne va pas changer la qualité d'eau. On a des pierres, par exemple, de couleur blanche, qui sont des pierres qu'on peut appeler des pierres récifales ou des pierres de lune, qui sont de belles pierres, mais qui ne sont pas adaptées pour un aquarium planté. Pourquoi? Parce qu'à terme, elles ont tendance à monter la dureté de l'eau, donc le calcaire de l'eau, ce qui n'est pas très bon pour les plantes. Ici, on a choisi une pierre qui n'est pas non plus trop claire. Pourquoi? Parce que, évidemment, qu'une pierre qui est blanche au départ, elle ne reste jamais blanche à long terme. Hein. Il y a toujours un peu d'algues qui vient poser dessus. Maintenant, le fait d'avoir un peu d'algues là-dessus, ça garde une apparence naturelle et ça ne demande pas d'entretien. En plus, il y a pas mal d'infractuosité dans ce type de pierre-ci, raison aussi pour laquelle je l'ai choisi, qui permet après, on va le voir, de venir mettre des plantes dessus, ce qui fait que quand les plantes commencent à pousser, ça donne un effet qui est vraiment très naturel. Absolument. Alors ça, c'est pour la pierre. Et puis, reste quand même un dernier élément, ce sont les plantes, bien entendu. Ici, je prends, il y a deux types de conteneurs. Donc, il y a ce type de conteneur-là sur mousse, on va dire. Voilà, les plantes classiques. De toute façon, on va montrer tout à l'heure qu'on enlève le pot, qu'on enlève le substrat. On va montrer comment les planter. Ça, c'est aussi important. Et alors, on a également maintenant, c'est quelque chose qui a fait son apparition il y a un petit temps et qui se développe beaucoup. Ce sont les plantes en fait en culture in vitro, c'est-à-dire qu'on a toute une gamme de plantes là-dedans et là où c'est très intéressant, c'est qu'on a des plantes qui sont très très bien là-dedans, qui sont très adaptées entre autres pour les plantes de couvre-sol à l'avant, celles que j'ai choisies dans ce cas-ci. C'est ça. Alors on sait qu'avec un petit pot comme ça, on peut faire pas mal de surface. Ah oui, on va voir tout à l'heure, il y a beaucoup de pieds dans ces petits pots, on verra ensemble qu'il y a moyen de faire pas mal de choses avec ça. Alors quelque chose qui est tout à fait optionnel,
c'est je dirais, la pince à épiler. Oui, on peut essayer si tu veux. Le but étant plus facilement d'aller prendre les plantes et surtout in vitro, qui sont des petites plantes, pour aller les mettre facilement et rapidement dans le substrat. On va voir ensemble tout à l'heure. Alors, il existe plusieurs pinces de ce type-là. Évidemment, bon, celle-ci est particulièrement grande parce que j'ai choisi le grand modèle parce que je l'avais sous la main. Voilà, parce que en fait, tout simplement, ça dépend de la profondeur de l'aquarium. Voilà. Bon, ici, évidemment, pour un petit bac comme ça, on n'a pas l'utilité d'avoir quelque chose d'aussi volumineux que ça. Bon, je l'avais sous la main, j'ai pris celle-là et puis j'ai l'habitude avec celle-ci. Mais il existe des plus petits modèles pour des gens qui ont des petits aquariums relativement peu profonds comme celui-ci. Alors ça, c'était pour la partie, on va dire, le premier stade, hein, c'est-à-dire l'aménagement du bac. Hein, donc on met le sol, etc. Enfin, on va montrer tout ça en détail. Et qu'est-ce qu'il faut pour aménager tout ça jusqu'aux plantes. Après, il y a encore une petite chose qu'on peut montrer. Ce sont les bactéries. Oui, alors les bactéries, c'est évidemment le facteur numéro 1 qui fait qu'un bac tourne bien ou qui tourne pas bien. Un filtre sur un aquarium dans lequel il n'y a pas de bactéries, c'est un aquarium qui ne tourne pas. C'est vraiment la filtration. Il ne faut pas voir le filtre comme quelque chose qui retient les déchets, mais vraiment c'est vrai en partie, en tout cas dans la première zone de filtration. Mais ensuite, dans les matériaux plus poreux qu'on a dans le filtre, le but est vraiment d'avoir un développement de bactéries qui vont décomposer les déchets et améliorer la qualité d'eau. Donc, pourquoi des bactéries au départ ? D'abord pour ensemencer, histoire de gagner du temps, parce qu'aujourd'hui, les gens étant de moins en moins patients et voulant mettre des poissons le plus vite possible, c'est le genre de choses qui peut permettre d'écourter fortement la phase de démarrage. C'est-à-dire qu'en mettant l'aquarium en eau, en faisant la décoration et en mettant les bactéries, il est raisonnable de dire qu'on peut mettre les premiers poissons après une petite semaine. Avant, l'ancienne école, c'était de dire on attend des semaines avant de mettre des poissons, qui, à mon avis, n'était pas nécessairement une meilleure chose. Pourquoi ? Parce qu'alors, les gens qui ont attendu un mois et demi avant de mettre des poissons, comme ça les a tellement démangés, quand ils peuvent en mettre, ils ont tendance à en mettre de trop, ce qui est de toute façon pas une bonne chose, surtout pas au début. Là, le fait de mettre des bactéries après, donc à la mise en route, après une petite semaine, on peut donc introduire les premiers poissons. J'insiste, les premiers, pas des grandes quantités non plus, histoire de commencer un peu à la fois à nourrir les poissons et donc aussi nourrir le filtre et les bactéries qui s'y trouvent. Donc l'idée, c'est de dire on met en eau, on met les bactéries. Une fois que ça c'est fait, il y a des gens qui vont aller plus vite et chez qui ça peut bien se passer, mais on a toujours tendance quand même à conseiller d'attendre une petite semaine. Il y a des impatients qui vont plus vite. Évidemment que en les mettant beaucoup trop vite, ça comporte davantage de risques. Donc on a toujours cette tendance à dire attendez une petite semaine, ça vous permet de faire la déco, ça vous permet de mettre les plantes, ça permet entre autres aux plantes de prendre un petit peu je dirais au niveau des racines, tout ça, et après une petite semaine de mettre les poissons. C'est ça. Alors il reste une dernière chose quand même, et non des moindres, il s'agit tout simplement de l'eau. Oui, alors là, la question, quelle eau utiliser ? Alors, pour bien répondre à cette question, il y a d'abord une autre question qui vient derrière, c'est de dire qu'est-ce qu'on souhaite mettre comme poisson dans l'aquarium. Il est évident que là aussi, les débutants ne savent pas le savoir, mais tous les poissons qu'on peut rencontrer pour aquarium ne demandent pas le même type d'eau. Ça veut dire qu'en fonction du type de poisson qu'on va choisir, il faut y adapter l'eau qu'on va mettre. Alors, dans les grandes lignes maintenant, il y a différentes possibilités. La plus sûre, celle qui représente aucun danger et qui permet de travailler de manière très souple, c'est de travailler avec de l'eau osmosée. Donc l'osmosée au départ, c'est quoi ? C'est une eau qui est donc filtrée sur une membrane qui est extrêmement fine, qui va jusqu'à retirer tous les sels minéraux. C'est-à-dire qu'on n'a plus que des molécules d'eau. Alors attention, cette eau, en l'utilisant 100% pure, à laquelle on n'ajoute rien, ne fait l'affaire que pour pas ou très très peu de poissons. Parce qu'il faut évidemment un minimum de sels minéraux. Les poissons, comme nous, quand ils grandissent, ils ont besoin des sels minéraux au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend de l'eau osmosée à laquelle on vient rajouter des sels minéraux. Et cette quantité de sels minéraux qu'on vient ajouter, on l'adapte en fonction des poissons qu'on veut mettre. Quelques exemples concrets. Quelqu'un qui dit par exemple, je veux faire dans un petit bac comme ça, planter un banc de néon par exemple, ou un banc de cardinalis. Là, on met de l'eau osmosée, on met un peu de sels minéraux. Pour avoir un tout petit peu, les dosages sont bien indiqués, je peux les donner, pour donner une petite idée maintenant, on doit essayer d'avoir entre 3 et 5 degrés de dureté. Pour des petits poissons d'eau douce comme ça, c'est adapté. En revanche, quelqu'un qui dit, moi je voudrais par exemple pour mes enfants faire un aquarium avec des guppies, parce que ce sont des petits poissons qui se reproduisent facilement et ça peut être intéressant et didactique, là ce sont des poissons qui aiment bien une eau plus riche en sels minéraux, donc là on doit augmenter tout simplement la quantité de sels minéraux qu'on ajoute à l'eau osmosée. Alors, pour terminer la partie de l'eau qui est quand même importante, pourquoi l'eau osmosée, me direz-vous ? Pour des guppies, par exemple, l'eau du robinet peut très bien convenir aussi par rapport aux poissons.
Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'eau du robinet est extrêmement calcaire et même si les poissons le supportent bien, pour les plantes c'est une autre histoire. On doit essayer de trouver un équilibre en ayant une dureté qui n'est pas extrêmement élevée tout en ayant suffisamment de sels minéraux pour les poissons. Donc le fait de travailler avec de l'eau osmosée, d'ajouter les sels minéraux qu'il faut, on apporte ce qu'il faut et que ce qu'il faut sans avoir la contrainte d'apporter trop de choses qui vont pas nécessairement être bonnes pour les plantes. Ça c'est un point à mon avis très important et ça vaut la peine de s'y attarder un peu. Et alors après, quand on vient faire des changements d'eau, puisque là on a parlé de la mise en route, la partie changement d'eau, il faut essayer de garder à peu près la même quantité de sels minéraux par rapport à l'eau qu'on va changer. Alors, il y a quand même aussi une chose très importante, parce que bon, des fois que vous ne voulez pas, ou bien vous n'êtes pas, vous achetez sur Internet, peut-être un peu plus compliqué d'avoir de l'eau osmosée, mais dans le cas contraire, si vous venez ici, évidemment, il y a de l'eau osmosée disponible. Oui, donc il y a de l'eau osmosée évidemment disponible sur place. Après, il y a évidemment la possibilité, et maintenant il existe des petits osmoseurs pour une cinquantaine d'euros. Vous avez un osmoseur qui produit jusque 200 litres d'eau en 24 heures, c'est-à-dire bien plus que ce qu'on est censé avoir besoin pour ce genre de volume d'eau-là. Et ça peut permettre de fabriquer son osmosée soi-même, chez soi, qui ne sert alors pas nécessairement que pour l'aquarium, mais qu'on peut utiliser pour, par exemple, tous les types d'appareils qui craignent le calcaire. Je pense par exemple à un fer à repasser, des choses comme ça. C'est ça. Bon, nous, on repasse pas beaucoup, donc ça va. Du reste, je sais bien que les dames, elles aiment bien la déco, etc. Donc, elles vont vouloir mettre la décoration en place. On va montrer comment ça se passe. Oui. Quand tout ça est en place, on va mettre de l'eau. On va montrer aussi comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'eau. Voilà. Mais il y a encore quelque chose quand même qu'il faut rajouter, qui est quand même très important. N'oubliez pas que si vous utilisez de l'eau de robinet, il y a du chlore qui est contenu dans l'eau de robinet. Donc, n'allez pas mettre de suite des bactéries, parce que les bactéries, justement, le chlore a pour effet de les... Voilà, le but du chlore, c'est effectivement de tuer les bactéries qu'il pourrait y avoir dans les canalisations. Donc, c'est sûr que le chlore et les bactéries, ça ne fait pas bon ménage. Tu fais bien de le signaler. Pour celui qui veut utiliser de l'eau du robinet et qui dit « moi, je mets des poissons » qui de toute façon supportent bien le calcaire. Je pensais tout à l'heure aux guppies, ça peut être le cas des platies, des xyphos, des mollies, voire même certains poissons d'eau froide qui supportent très bien le calcaire et pour lesquels on pourrait très bien imaginer de mettre de l'eau du robinet, dès lors que l'essentiel de la déco n'est pas basé sur les plantes, puisqu'il faut rappeler quand même que l'eau du robinet et les plantes, ça ne fait pas très bon ménage, mais on peut très bien utiliser de l'eau du robinet. À ce moment-là, ce qu'on fait, on met en route, on fait tourner le filtre. Le fait de faire tourner le filtre 24 heures, le chlore est évaporé. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on vient mettre les bactéries pour éviter de perdre les bactéries à la mise en route. Donc, très important, attendez 24 heures si vous utilisez de l'eau du robinet. Ce n'est pas le cas pour de l'eau osmosée, bien entendu. Bien sûr. Mais en cas d'eau du robinet, attendez 24 heures avant de mettre les bactéries. Oui. Sans quoi, vous allez tout flinguer. Et là, sans quoi, c'est comme si vous ne mettiez pas de bactéries et puis on est reparti à la case départ. Alors bon, en termes, voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Donc vous avez de l'eau osmosée, ben, vous remplissez et vous pouvez directement mettre les bactéries. Donc après, on ne peut pas encore mettre les poissons. Là, il faut attendre un petit peu. Voilà, là on conseille d'attendre un petit peu. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a évidemment des gens très impatients qui veulent mettre des poissons tout de suite. C'est toujours quelque chose qu'on déconseille. Je pense qu'il faut toujours partir du principe, faire la déco, mettre les plantes, tout ça, et attendre une petite semaine avant de mettre les premiers occupants. C'est plus prudent, c'est plus sage, ça permet un petit peu d'observer comment ça se passe au départ. Donc ça, c'est selon moi la meilleure solution. C'est ça. Alors, ici, le modèle que tu nous présentes, il y a un petit éclairage LED qui est inclus dans ce bac. Alors peut-être un... Bon, il faut dire que généralement les éclairages, on met un petit timer, hein, ça coûte pas très cher, oui. Donc pour l'allumer et l'éteindre automatiquement. Absolument. Alors, au niveau conseil, combien de temps d'éclairage? Alors ça, c'est aussi une bonne question et une question importante. Deux réponses. La première d'abord, s'il y a des plantes ou pas. S'il n'y a pas de plantes, lors de la phase de démarrage, il n'y a pas lieu d'éclairer ou très peu. Tant qu'il n'y a pas d'animaux dedans, qu'il n'y a pas de plantes, ce n'est pas la peine d'éclairer, puisque vous n'aurez pas d'animaux qui vont pouvoir éventuellement manger les algues qui pourraient commencer à pousser. Encore qu'en général, ça prend quand même 8-10 jours avant que les algues ne commencent à pousser. Donc ça, c'est, je dirais, quelqu'un qui ne met pas de plantes, qui ne met que de la déco, ben, il peut l'allumer quand il y a l'occasion d'en profiter, mais tant qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas lieu de l'allumer non plus. Par contre, dès lors qu'on vient mettre des plantes, elles ont bien entendu besoin de lumière, et là, on conseille quand même d'éclairer aux alentours d'une huitaine d'heures par jour, qu'on peut évidemment faire varier un petit peu.
Important aussi de préciser, quand il y a des animaux, l'idéal c'est de faire ça en une fois. Pas dire j'éclaire 2 heures le matin parce que ça m'arrange de regarder, 2 heures le midi et 2 heures le soir. Pour les plantes, c'est évidemment pas l'idéal. Et pour les poissons, il vaut mieux aussi avoir un cycle le plus proche possible du cycle naturel, c'est-à-dire en une fois de l'ordre, je dirais, de 8 à 10 heures par jour. Alors maintenant, on a grosso modo les bases pour démarrer un nouveau bac. Il reste encore malgré tout une chose qui est très importante, surtout au niveau du développement des algues, etc. C'est où va-t-on placer cet aquarium? Alors oui, ça c'est un facteur important. Un aquarium est toujours plus beau et le regard est toujours davantage attiré vers l'aquarium lorsqu'il est à un endroit qui est plus dans l'obscurité. Bon, évidemment, vous me direz, le soir, dans la maison, il fait une certaine heure, il fait noir partout. Mais il faut aussi savoir que quand on le met juste à côté d'une baie vitrée, il n'y a aucun souci pour les animaux, ça ne va pas les embêter, mais ça va accroître l'entretien, puisqu'on va se retrouver en plein été avec un éclairage de 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Là, on est déjà à quelque chose comme 16 heures d'éclairage par jour. Ça, évidemment, ça va avoir tendance à pousser à avoir un développement d'algues plus important que la moyenne. Donc, dans la mesure du possible, il vaut mieux le mettre à un endroit le moins éclairé possible, en sachant qu'il n'y a pas de contrainte au fait de le mettre où il est fort exposé à la lumière, mais que ça va demander plus d'entretien. Enfin, pas de contrainte, tout dépend. Hein. Si vous êtes vraiment plein sud, faites carrément attention parce que ça risque de la température qui risque de monter dans un bac. Ça n'a pas d'importance au niveau de l'éclairage, de la lumière proprement parler, mais de la température. La température, ça c'est un facteur important. C'est sûr que si dans le local vous avez 40 degrés l'été en plein soleil, forcément qu'il fera peut-être pas 40 degrés, mais la température va monter dans le volume. Au plus le aquarium est petit, au plus ces fluctuations vont être rapides et importantes. Il manque un petit accessoire ici qu'on aura certainement l'occasion d'aller chercher et qui est important lors de la mise en route du bac. Dans le filtre ici, dans le modèle proposé, il y a une petite résistance chauffante qui permet de maintenir la température de l'eau, mais il est vraiment important d'avoir un thermomètre parce qu'on va dire que les réglages qui sont prévus sur ce type d'appareil, on ne peut pas dire que ce sont des réglages de précision. Au demi-degré, voilà. Absolument. Il existe des petits thermomètres qui sont très bien faits, qu'on vient mettre à l'intérieur et qui permettent effectivement non seulement de voir la température, parce qu'une fois le chauffage dans le filtre, même s'il est programmé, ça ne nous donne toujours pas un indicatif comme quoi la température elle est bonne. Il se met en route, il s'éteint quand il faut, mais le fait d'avoir un petit thermomètre, c'est quand même quelque chose d'important. S'il vient à faire trop chaud dans la pièce, lui, il va évidemment s'arrêter, mais il ne va pas faire en sorte que l'eau ne continue pas de chauffer s'il fait plus chaud dans le local que ce qu'il faudrait. Donc un petit thermomètre, c'est quelque chose d'important. Ça permet aussi de régler de manière plus fine, la résistance chauffante, qui a juste une molette pour régler la température, et puis voilà. Oui. Alors n'oubliez pas que demandez quand même les compatibilités entre les poissons, parce que comme on l'a dit, il y a certains poissons qui requièrent une qualité d'eau et d'autres poissons une autre qualité d'eau, mais c'est aussi des poissons qu'on ne peut pas mélanger entre eux. Voilà. On peut pas mettre tout ensemble, évidemment. Les poissons sont adaptés, bien entendu, au volume. On ne va pas les mettre des poissons dans un aquarium comme celui-là qui vont atteindre 30 cm adultes. C'est évidemment pas le but du tout. Donc ça, c'est important. En fait, on a toujours tendance à dire aux gens, avant de le mettre en eau et avant de décider ce que vous allez mettre comme eau, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se faire une petite idée de ce qu'on aime bien comme poisson et d'adapter l'eau par rapport à ce qu'on va mettre et aussi d'être réaliste, d'adapter les poissons par rapport à la taille de l'appartement. Alors voilà, tout ça, évidemment, c'est très facile chez Poissons d'Or puisque tu disposes en fait d'une gamme vraiment très étendue en termes de poissons d'eau douce, bien sûr d'eau de mer, etc. aussi. Donc ça permet aussi de voir directement quels sont les poissons, qu'est-ce qu'on peut associer et pas. Absolument. Là, puis nous, on est là pour ça aussi. Donc les gens voient sur place. On a essayé aussi bien au niveau localisation dans le magasin, de séparer les cyclidés qui vont évidemment pas avec les petits poissons. Je parle des cyclidés africains, tout ça. Donc tout ça sur place, c'est vrai que c'est facile de se faire une idée puisque non seulement on les voit, on a directement la possibilité de dire finalement ça me plaît ou ça j'aime moins. C'est sûr que c'est plus facile. Voilà, on va démarrer la mise en route de ce bac. Donc allons-y. On y va. Alors David, donc première opération, bien placer le mousse parce que c'est très important d'avoir l'aquarium sur une surface plane. Oui, selon les modèles, donc ça il faut évidemment poser la question au moment où vous prenez l'aquarium. En général sur le manuel de l'aquarium au moment de l'installation c'est expliqué, mais c'est important, selon les modèles il y a lieu de placer un mousse, donc on voit le mousse ici en dessous. Qui vient faire le lien entre le support et l'aquarium. Pour certains modèles, comme les Juel par exemple, et certains modèles Aquatlantis, il n'y a pas lieu de mettre un mousse. Pourquoi ? Parce que le verre est en fait collé sur un profil qui est étudié pour répartir la charge entre l'aquarium
et le meuble ou le support. Bon, ici, évidemment, quand ce n'est pas le cas, par exemple, quelqu'un qui vient poser une cuve en verre directement sur un support qui peut être en bois ou qui peut, par exemple, être en pierre naturelle, important de placer quelque chose entre les deux, parce que si c'est irrégulier et qu'il n'y a rien qui vient faire le lien entre les deux, il pourrait y avoir un danger pour l'aquarium. Donc ça, c'est important de le préciser. Alors bon, voilà David, ici on a évidemment le boîtier, la boîte du filtre. Bon, on va ouvrir pour découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Donc on va faire ça ensemble. Bon, c'est un petit filtre interne complet qui est fourni avec toutes les masses filtrantes qui sont déjà en place, le filtre, tout ce qu'il faut. Donc on va maintenant le prendre, aller le disposer. Selon les modèles d'aquarium, dans certains cas, il est quelquefois collé directement. Ici, il ne l'est pas. Ça a un petit avantage, c'est que ça permet de choisir l'endroit où on va venir le disposer, ce qu'on ne peut évidemment pas faire quand il s'agit d'un modèle où le filtre est collé dès le départ. Donc ça, je le précise. Maintenant, bon, on va venir le poser, montrer un petit peu, et puis on peut avancer. Allez, on y va. Alors ici, on voit la résistance chauffante en fait. Donc on déballe un petit peu le câble électrique. Petit support, oui, donc les câbles qu'on va tous faire sortir à l'arrière de l'aquarium. Ici, le petit support que je dois remettre pour le chauffage. Il va me manquer une main, alors je vais poser le chauffage pour remettre le support d'abord. Voilà. Donc ici, il y a toute une série de petits accessoires. Voilà, qui permettent de le fixer. Bon, il y a des ventouses, des choses comme ça. Pour la plupart des modèles, ils sont livrés avec des supports mécaniques. C'est celui que je vais utiliser et choisir ici, plutôt que les ventouses. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les ventouses dans l'eau, ça a une durée de vie plus ou moins limitée. Tandis que des supports mécaniques comme ça, une fois qu'ils sont posés, ça ne bouge plus. Donc, ici, bon, c'est simplement pour le fixer à l'arrière de l'aquarium ou sur le côté. En fait. Voilà, là on choisit à l'arrière ou sur le côté, donc c'est assez bien fait. C'est des petits supports comme ça, voilà. Hop. Alors. Voilà. C'est simplement clipsé. Alors voilà, on va le présenter. Voilà, ici on va venir le mettre volontairement à l'arrière, puisque ici dans le cas présent, on va l'installer de telle manière que l'aquarium sera visible sur la face avant et en partie sur les deux côtés. Mais celui qui par exemple dit j'ai deux grands côtés de visible et un petit, on peut très bien dire voilà, on l'enlève, on vient le mettre sur le côté et le problème est résolu. Absolument. Ça va? Donc ça c'est pour la partie filtration. Alors on a le petit rejet d'eau de la pompe qu'on va venir placer là. Mais je vais encore faire une chose aussi, c'est de retirer la pompe bien entendu pour préparer l'alimentation électrique qui elle doit aussi sortir. Absolument. Donc ça c'est tout simple, c'est toutes des petites choses. Voilà. On remet le coude évidemment de sortie du filtre. Voilà, tout simplement pour le rejet d'eau. Et on le met évidemment dans le trou qui est prévu pour. Donc, voilà, qui se trouve en fait juste en dessous du niveau d'eau. Et dans nos petits accessoires, on a également un petit embout qui dans ce cas-ci va être intéressant d'utiliser, qui est en fait un coude qui permet de ramener l'eau, de rejeter l'eau vraiment pour faire en sorte qu'elle parte à l'opposé de l'aspiration. L'aspiration d'eau étant ici, sur cette partie-là, où l'eau va donc préalablement être chauffée. D'ailleurs, je vais remettre le chauffage à sa place maintenant. Donc l'eau entre ici, elle passe dans le premier compartiment, du premier au deuxième en traversant la masse filtrante verticalement du haut en bas. L'eau passe donc ici en dessous pour aller être aspirée par la pompe qui la renvoie ici. C'est ça, tout simple. Alors voilà, la résistance électrique, ici il existe aussi un tas de modèles. Oui, là on a ici un petit modèle. Bon, en général, il faut compter une puissance d'à peu près 1 watt par litre pour pouvoir compenser une température, je dirais, normale par rapport à une température qu'on a en appartement. Alors ici on peut voir évidemment le réglage possible qui voilà, donc là il est programmé sur 26, une bonne température pour un aquarium d'eau douce, d'eau chaude standard, je dirais. C'est ça. Donc voilà, donc c'est déjà préprogrammé, mais avec le thermomètre on contrôlera évidemment si la température est correcte. Absolument. Voilà, donc maintenant nos câbles partent là derrière. Ça, c'est pour la partie filtration et chauffage. Donc la partie technique, je dirais, pour ce genre de petit aquarium, c'est tout simple. On peut dire même que c'est terminé. Voilà, il n'y a plus qu'à terminer avec le couvercle qui est adapté pour. Voilà, un petit couvercle qui est bien fait. Passage des câbles possible. On a quelque chose, un petit clip. C'est esthétique, c'est propre. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième étape, le sol. Le substrat. Alors là, on retourne avec notre sol. Évidemment, on a oublié de dire, mais bon,
Ça, tout le monde l'aura compris. Il faut une paire de ciseaux ou bien une petite lame pour ouvrir les sacs. Voilà, ouais, ça facilite la vie, parce que ce sont des sacs qui sont quand même assez costauds. Voilà. Alors, ici, on rappelle, c'est un sol qu'il ne faut pas laver. Donc Voilà. ça... Par contre, si vous prenez du gravier, entre guillemets, classique, tout ça, et que vous choisissez l'option d'un autre type de substrat, renseignez-vous, le gravier classique, il y a lieu de le rincer, celui-là. Hein. Ce n'est pas le cas de celui-ci, mais pour les graviers traditionnels, il faut le rincer. Hein. Alors voilà. Donc là, c'est très simple. L'avantage de ce modèle-ci, on n'en a pas parlé, mais on fait une petite parenthèse. Comme on sait enlever complètement la coiffe, c'est vrai que pour la décoration et l'accès, c'est très très facile. Voilà, donc maintenant, on va faire ça comme ça. Je vais montrer. C'est tout simple, il suffit de le verser. Alors, important de ne pas aller boucher l'aspiration du filtre, évidemment, avec le substrat. Je parlais tout à l'heure de donner du volume dans le décor. Là, on a l'aspiration du filtre. N'allez pas boucher l'aspiration du filtre avec le substrat. Ça voudrait dire que l'eau qui part au filtre doit d'abord traverser votre substrat pour aller forcément que les déchets restent dans le substrat. Ce n'est pas le but recherché. Hein. Absolument. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte d'avoir une épaisseur de substrat moindre à l'avant. Pourquoi ? Dans ce genre de cas ici, pour ne pas avoir évidemment la partie devant apparente, je dirais, où on aurait par exemple 5 ou 6 cm, ça c'est pas tellement esthétique. Et comme en plus le modèle qu'on a choisi là n'est pas spécialement large, ça permet quand même de donner un petit peu plus de relief au décor. Hein. Donc voilà, ici, pour un aquarium de 60 litres, on voit avec ici en l'occurrence un sac dans lequel j'ai une dizaine de litres de substrat, c'est largement suffisant. Voilà, donc ça c'est pour la partie substrat pour les plantes. Bon, alors voilà, maintenant ici, prévoyez un pot avec de l'eau, surtout si vous utilisez des plantes avec de la gelée. Oui, tout à fait, ça permet de rincer le gel, on va voir ensemble. Maintenant, je vais d'abord disposer la pierre. Alors, c'est important d'essayer de faire en sorte, quand vous disposez là où les pierres, qu'elles soient stables, évidemment. Hein, parce que là, en l'occurrence, une pierre qui fait 2 ou 3 kilos, si elle est mise de manière instable et qu'elle vient à tomber, c'est suffisant pour abîmer l'aquarium. Hein. Voilà. Alors, important quand on dispose des pierres, gardez évidemment en tête qu'après, on aura peut-être besoin d'accéder à la vitre pour l'entretien. Donc, pouvoir faire en sorte qu'on puisse encore passer pour pouvoir accéder, pour nettoyer la vitre, pour aller mettre les plantes. Donc n'allez pas trop près des vitres avec la pierre, hein. Ça semble évident, mais celui qui n'a pas l'habitude, il ne pense pas nécessairement ce genre de choses, et après il doit recommencer. Donc là, vous voyez, c'est tout simple, c'est un petit aquarium, une seule pierre, une partie centrale, sur laquelle on va venir rajouter quelques plantes. C'est ça. Alors maintenant, on va s'occuper des plantes. Alors voilà, deux types de plantes ici. Deux types de plantes, donc les plantes en culture, j'irai classique, donc on va montrer comment on conseille de faire. Donc on retire le pot, c'est une question que beaucoup de gens posent au départ. On enlève le pot pour retirer un maximum le substrat, pour après obliger les plantes à aller vraiment chercher la nourriture dont elles ont besoin dans le substrat qu'on a mis dans l'aquarium évidemment. Donc on retire un maximum. Voilà, on nettoie, il ne faut pas avoir peur de nettoyer un petit peu les racines. Ici je vais volontairement commencer par une variété de Ludwigia qu'on va venir mettre à l'arrière, qui est une variété facile, une plante rouge facile, qui permet quand même de mettre un peu de couleur, ça c'est quand même important. Donc ce sont des plantes ici qui ont quand même une croissance importante, donc on les met à l'arrière. Voilà, ça c'est quelque chose qui pousse assez vite, effectivement on met à l'arrière. Alors important pendant qu'on nettoie les plantes d'en parler, les plantes ce sont en fait l'ennemi numéro 1 des algues. Ça veut dire que des plantes qui se développent bien vont retirer de l'eau les mêmes substances dont les algues ont besoin. C'est-à-dire qu'il est important dans un aquarium planté de mettre des plantes à croissance rapide qui vont directement aller concurrencer les algues. C'est ça. Alors un autre conseil peut-être à donner au niveau de l'aménagement de l'aquarium. Il est nettement plus facile de faire la plantation sans eau plutôt qu'avec. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va faire ici. Hein. On va commencer à mettre les plantes, en tout cas, au fur et à mesure qu'on remplit. Alors évidemment, c'est une question de facilité. À part ça, il n'y a pas beaucoup de différence. On peut très bien mettre les plantes une fois que l'aquarium est en eau et qu'il tourne. Hein. Ça, c'est pas un souci. Ce qui est important, c'est de bien nettoyer, les démarailler, parce que souvent, les gens qui fournissent en fait les plantes, ils font ça très bien. Ils font des pots qui sont bien fournis. On voit déjà une chose tout de suite, c'est que si on ne les retire pas du pot pour bien les démarailler et les espacer dans l'aquarium, qu'est-ce qui se passe? Elles sont trop serrées et celles qui sont au centre ne reçoivent évidemment pas assez de lumière. Donc on fait ça pour les autres pots, bien sûr. Donc voilà ici alors un cas particulier, ce sont les
plantes, je dirais, dans la gelée. Voilà, dans les plantes dont on parlait tout à l'heure en culture in vitro, donc qui sont évidemment pour le transport et le conditionnement transportées sur une sorte de gel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va rincer le gel dans l'eau pour ne évidemment pas apporter le gel dans le substrat. Et quand ce sera fait, on va tout de suite avoir, pas hésiter de bien rincer, c'est important. Voilà, donc là on a retiré le gel. Alors on se rend compte tout de suite quand on regarde ça maintenant de la densité du tissu au niveau des plantes. C'est un tout petit pot comme ça peut paraître très petit avant qu'on l'ouvre, mais en réalité on se rend compte qu'avec ça on sait faire évidemment une très très belle surface au niveau plantation. Donc un petit pot comme ça, c'est largement suffisant pour la partie avant-plan d'un petit aquarium comme celui-ci. Absolument. Donc, puis de toute façon, si vous avez envie de vraiment faire de l'aquascaping et tout ça, on vous renvoie un petit peu aux vidéos qu'on a faites précédemment sur les techniques de plantation bien particulières pour l'aquascaping. Voilà, tout à fait. Là, maintenant, je vais montrer un petit peu comme ça, histoire de donner une petite idée. Pour ceux qui veulent voir plus en détail, on a fait des vidéos plus spécifiques après. Alors là, on a utilisé la pince à épiler pour un peu planter. Voilà, c'est ça. Alors, ici, tu vois, j'ai voulu faire un petit peu trop vite quand on les laisse trop nombreuses, parce que même là, c'est si petit, mais il reste encore quelque part trop de plantes. Voilà. Voilà, l'idée, c'est ça. Voilà. Pardon. Bon, évidemment, c'est plus facile. Pour ce genre de plante-là, c'est plus facile quand il y a un petit peu d'eau quelque part. Parce que là, le substrat, étant donné qu'il est assez léger, les plantes ont tendance à remonter. Bon, un truc, c'est d'utiliser un vaporisateur, évidemment, pour humidifier préalablement. Pas qu'elle sèche. Bon, ici, évidemment, on va faire assez vite. Mais celui qui veut prendre plus de temps pour mettre ses plantes, qu'il fasse attention quand même qu'elle ne sèche pas, qu'elle ne souffre pas de la manœuvre. Donc ça, c'est simple, de prendre un petit pulvérisateur et de pulvériser de telle sorte qu'elle reste bien humide, tout simplement. Voilà, donc là on a vu en partie pour la partie plantation de ce qui était des plantes in vitro, dans le substrat en question. Alors maintenant je vais montrer un petit peu une autre chose, c'est de venir comment on peut venir mettre des plantes. Bon ici évidemment j'ai choisi une pierre qui s'y prête très bien, des plantes comme des anubias, c'est-à-dire des plantes qui n'ont pas besoin d'être mises dans le substrat, mais qu'on peut venir mettre directement sur des pierres. Donc ça a l'avantage, ça permet de créer un décor naturel. Et ça crée directement un espace un petit peu style montagneux. Dès qu'elle pousse un petit peu, on a vraiment l'impression que ce sont des arbres qui poussent dans les montagnes. Il ne faut vraiment pas grand-chose. Donc ici, on a simplement poussé dans un trou, en fait. Oui, tout à fait. Là, en fait, on a un petit tissu de racines, pas énorme. On le laisse, on vient mettre ça dans un trou. Alors là, je reviens vers ce que je disais tout à l'heure. On peut très bien utiliser la technique de l'aquascaping. Si on veut mettre ça sur des pierres qui ne sont pas trouées comme on l'a ici, c'est très simple. Il suffit de prendre, il existe de la colle, du fil nylon, des choses comme ça pour venir vraiment aller fixer les plantes sur la pierre, puisque là on ne parle plus d'une pierre trouée. Voilà, donc il ne faut pas grand chose. Là j'ai mis un seul pot d'anubia, c'est suffisant pour décorer le rocher. Maintenant on va mettre les plantes à l'arrière-plan. Bon, là évidemment la hauteur de la base est un peu plus importante, mais c'est très bien parce qu'on a aussi mis plus de substrat dans la partie arrière. Donc pas hésiter à bien enfoncer la plante dans le substrat pour que les racines s'y trouvent bien. De toute façon maintenant, vous voyez, elle est déjà, à la limite elle dépasse déjà de la partie arrière, mais il faut savoir que ça sont des plantes qui sont tellement en croissance rapide, d'ici une semaine elles auront pris 7-8 cm. Alors important aussi pour les plantes, c'est de ne pas hésiter à prendre un petit peu plus par variété et d'éviter de mettre 50 variétés différentes. Ça c'est un peu comme un jardin, ça fait toujours plus naturel d'avoir quelques bouquets et d'avoir moins de variétés que d'avoir 50 sortes où on remarque finalement pas grand chose. En fait, le principe c'est de travailler par touffe. Voilà, par touffe absolument, chaque fois faire des petits buissons. Et alors dans ce genre de cas ici, on a volontairement choisi des plantes faciles. Anubia, Ludwigia, Cryptocoryne sont des plantes qui sont très faciles, très peu exigeantes. Donc je pense que ça c'est important aussi pour les débutants de ne pas aller les orienter vers des plantes qui sont spécialement compliquées.
différentes hauteurs. La crypto va évidemment grandir, elle va atteindre à peu près mi-hauteur, ce qui va cacher en grande partie le filtre. Et j'ai également prévu un petit peu d'hygrofilat pour mettre juste devant le filtre, ce qui fait que celui-là, à terme, on ne le verra plus du tout, il sera camouflé complètement par les plantes. On voit déjà d'ailleurs les racines sur la plante, on voit bien ici. Donc pas de souci, si on veut même aller mettre une partie plus profonde, la plante reprendra encore plus vite. Pas hésiter à bien enfoncer la plante. Oui, tout à fait. Mais évidemment, quand c'est des petits bacs comme ça, l'accès n'est pas toujours évident. Et surtout, j'ai voulu faire sans eau. De toute manière, on peut réajuster une fois qu'on aura mis de l'eau, les plantes. Oui, tout à fait. Quand on met l'eau, quelquefois, ça remue un tout petit peu. Voilà, pas hésiter. Ce type de plante, de bien les mettre dans le substrat. Elle va développer des racines sur tout le long de la tige après. Voilà. Celle-ci. Voilà, donc en fait ce qu'on voit là, maintenant ça ne ressemble pas à grand chose parce qu'évidemment il n'y a pas d'eau, mais à terme ces plantes-là vont vraiment atteindre le niveau d'eau. On peut facilement les bouturer d'ailleurs. Une fois qu'elles seront à hauteur, le filtre sera complètement caché. On a quelque chose, un beau mur vert esthétique là, on aura du rouge ici sur la zone arrière, des anubias devant, un petit tapis là devant, au niveau ça va donner un petit peu un effet gazonnant à l'avant, donc il y a moyen de faire quelque chose de très joli. On voit là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 petits pots de plantes au total. Et plus pour ce genre de petit aquarium, il ne faut pas. Donc c'est pas un très très gros budget évidemment. Non, absolument pas. Et alors, je répète encore une fois, important de choisir des plantes faciles. Absolument. Alors bon, maintenant l'étape suivante, évidemment, c'est la mise en eau. Le remplissage. Maintenant, on va mettre l'eau, effectivement. Je vais montrer la petite parenthèse dont on parlait tout à l'heure pour les sels minéraux qu'on va ajouter. Et après, il n'y a plus qu'à brancher. On y va. Donc ici, David, on va mettre un morceau de papier absorbant, en fait, oui, dans le fond, du sopalin, ça le fait blanc. Voilà. En fait, ici, dans ce genre de cas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Comme je disais tout à l'heure, on a utilisé le même substrat partout, donc il n'y a pas de risque que ça se mélange. Les gens qui ont utilisé 2 substrats différents, c'est-à-dire nutritif et gravier au-dessus, on doit éviter maintenant, en faisant le plein de l'aquarium, d'aller tout mélanger parce qu'esthétiquement, c'est pas le top. Donc, on vient mettre quelque chose qui répartit un petit peu au moment du remplissage, tout simplement. Il faut aller doucement. Une parenthèse importante, avant de commencer à remplir, comme on a fait pas mal de choses ici avant de mettre l'eau, et comme on a touché à l'aquarium, quelquefois, ce qui arrive, surtout sur des modèles un peu plus grands, c'est qu'on prend appui sur l'aquarium et on vient le déplacer par rapport au support. C'est maintenant qu'il faut regarder que l'aquarium est bien comme il doit par rapport au support, parce que tant qu'il n'y a pas d'eau, vous pouvez facilement le bouger. Une fois qu'il sera plein d'eau, c'est beaucoup plus compliqué de dire finalement j'ai 3 mm là parce que j'ai accidentellement poussé dessus. Donc ça c'est important, c'est le moment de le faire. Et quand on s'est assuré que tout ça c'est bon, on peut le mettre en eau. On y va. Alors ici on a pris de l'eau osmosée. Voilà, là c'est de l'eau osmosée. Donc ici, tout simplement. Voilà, bon ici on a mis le petit essuie-tout pour montrer, mais le bac étant tellement petit qu'on est obligé de se servir de la main aussi. Cette technique est intéressante pour des aquariums un peu plus grands, pour des petits aquariums comme ça. C'est tellement facile de le faire avec un petit seau. Vous voyez, là on ne remue pas grand-chose. Et je dirais même qu'une fois que ça c'est fait, on peut commencer tout doucement avec le bidon. Le tout c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, on termine le remplissage. Voilà, alors le remplissage, évidemment, comme on l'a fait après la décoration, c'est assez simple. On fait en sorte que le niveau d'eau, on verra après quand je vais reposer la coiffe au-dessus de l'aquarium en question, que le niveau d'eau, dans le cas présent, soit caché par la coiffe, on va voir après, de telle sorte que le niveau d'eau ne soit plus apparent. Bon, pour ce genre de modèle, c'est plus esthétique. Après, il existe des modèles où le verre reste apparent tel qu'on le voit ici, et où là, évidemment, le fait de voir le niveau d'eau n'est absolument pas gênant. Une petite chose qu'on peut également expliquer maintenant, c'est peut-être le moment de le montrer, ça peut être intéressant après le remplissage d'avoir une petite épuisette à fine maille sous la main qui ne servira pas seulement qu'à éventuellement une fois devoir pêcher un poisson s'il y a lieu, mais de ramasser les petites impuretés, comme là les quelques petites feuilles des plantes qui sont tombées pendant la manipulation. On ramasse tout ça, ça évite d'aller évidemment
obstruer l'aspiration du filtre inutilement. Et voilà, donc quand ça c'est fait. Donc ça c'est dans le terme des accessoires, hein. Donc qu'est-ce qu'on a besoin comme accessoire pour un aquarium comme ça? Ben, un petit filet à fine maille, voilà. Et puis alors éventuellement un petit aimant pour nettoyer le carreau. Voilà, le petit aimant, ça c'est important, ça permet de nettoyer les vitres sans devoir aller dans l'aquarium. Le petit thermomètre dont on a parlé tout à l'heure, ça c'est aussi un facteur important à prévoir. Et là, je dirais, il n'y a plus qu'à brancher la pompe, le chauffage et on vient mettre les bactéries. Bon, ici, on peut constater que l'eau est quand même déjà très claire, hein, donc il n'y a pas une eau trouble suite au remplissage. Non, pas du tout. Là, mais ça, c'est donc lié au type de substrat qu'on a utilisé. Celui qui utilise un autre substrat et qui prend la peine de bien le rincer avant la mise en eau aura le même résultat. Alors bon, maintenant ici, ben voilà, on a remis la coiffe, l'aquarium il est démarré, voilà. On a mis la pompe en service, voilà, alors, le chauffage. Oui. Le chauffage, important, on ne l'a pas précisé, surtout ne pas le brancher tant qu'il n'y a pas d'eau, parce que sinon, quand vous mettez l'eau, avec la différence de température, le choc thermique, vous risquez de casser le verre du chauffage. Donc ça, c'est important. Vous assurez aussi que si le chauffage est fixé sur des ventouses, qu'il soit bien posé, parce que tant qu'il n'y a pas d'eau, les ventouses, c'est assez aléatoire. Et si votre chauffage tombe et qu'il fait une chute de 10 ou 15 cm, là aussi, vous avez de bonnes chances pour que le verre de votre chauffage soit cassé. Donc ça, évidemment, ça vaut la peine de le signaler. Bon, maintenant, comme on a dit, hein, il tourne, le filtre, le chauffage, tout tourne. On va donc maintenant, puisqu'on a mis de l'eau osmosée, on peut ajouter deux choses, les sels minéraux et les bactéries. Les sels minéraux, on va montrer après. Les bactéries, bah, c'est simple, hein. On a ici des petits flacons qui sont adaptés au volume d'eau. C'est tout simple, ça ne trouble pas l'eau. On vient les mettre un tout petit peu au départ. Le filtre, évidemment, il va retirer tout ça. Voilà, donc ça, c'est pour, je dirais, les bactéries. C'est elles qui vont permettre de gagner du temps lors du démarrage. Le fait de mettre des bactéries, on ne va pas devoir attendre 3 ou 4 semaines avant de mettre les premiers poissons. Et elles vont aussi prévenir en partie les éventuels problèmes d'algues au départ. Alors, important maintenant, puisque c'est un problème qui est quand même très courant au départ, on a les plantes, on a donc toutes les conditions qu'il faut pour que tout se passe bien, mais on a aussi toutes les conditions pour que les algues pourraient éventuellement commencer à se développer assez rapidement. Donc, raison pour laquelle, je rappelle, on a choisi des plantes à croissance rapide qui vont concurrencer les plantes, et il faut évidemment faire attention à l'éclairage, hein. On va commencer avec une durée d'éclairage de l'ordre de 8 heures par jour, pas plus au départ. Et si jamais on voit qu'on commence à avoir des algues, pas attendre trop longtemps et surtout pas attendre d'être envahi pour réagir. Alors les meilleures solutions pour les algues sont toujours les solutions naturelles. Il y en a plusieurs, on a parlé des plantes qui vont les concurrencer. Ensuite, il existe des très bons mangeurs d'algues qui sont en fait certains poissons. On a également maintenant une crevette sur le marché depuis quelques années qui est la Caridina japonica, qui est très efficace, qui mange les algues. C'est un petit crustacé qui est très intéressant à observer. Donc surtout, pas attendre d'être envahi pour réagir. Si vous voyez que les algues commencent à apparaître, tout de suite mettre en fonction de la taille de l'aquarium. En poisson, par exemple, des Otocinclus, ce sont des petits poissons qui restent de très petite taille et qui sont très discrets, mais qui sont aussi extrêmement efficaces pour les algues, et des Japonica. Et bien sûr, on peut agir sur le temps d'éclairage. Oui, si vraiment au départ il y a beaucoup d'algues qui viennent à pousser et que vous n'avez pas la possibilité de mettre des animaux qui s'en nourrissent, diminuez la durée d'éclairage évidemment pour ne laisser que quelques heures par jour. Alors ici maintenant on va encore mettre les sels minéraux, très important. Oui, tout à fait. Alors il existe aussi différentes solutions, je suppose. Il existe différentes solutions. Ici j'ai pris la solution adaptée pour un aquarium, j'irai pour des poissons exotiques classiques. Donc là, en fonction des types de poissons qu'on va mettre, on doit adapter. C'est très bien fait, hein. Il y a une petite échelle qui indique, voilà, si on veut par exemple 5 degrés de dureté, on met 2 cuillères, la petite cuillère que j'ai en main, par tranche de 40 litres d'eau à peu de choses près. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut en sels minéraux pour avoir un bon équilibre, sans avoir les côtés, je dirais, moins bons par rapport aux plantes de l'eau du robinet. C'est ça. Alors, on peut y aller. On peut y aller. Alors, je vais me servir du qu'il faut ici. Voilà, un petit peu d'eau de l'aquarium. Alors, important, une fois que vous les aurez utilisés, c'est de les mettre à l'abri de l'humidité, parce que sinon, ces sels minéraux vont former un bloc, ce qui les rend plus difficiles à utiliser par la suite.
Voilà, on a une espèce de poudre blanche, hein, un peu comme de la farine. C'est vraiment tous les sels minéraux dont on a besoin. On fait ça, hop. On voit que ça réagit un peu chimiquement. Alors ça, ce que je vous conseille de faire, parce que ça va troubler l'eau au moment où on le fait, c'est de le faire évidemment le soir, au moment où vous allez atteindre l'aquarium. Si maintenant vous voulez en profiter un petit peu du décor, c'est pas le bon moment pour mettre les sels minéraux. Vous allez avoir un brouillard blanc dans l'aquarium, ce qui vaut évidemment mieux éviter. Donc ici, moi je vais le mettre dans le compartiment d'aspiration du filtre, mais malgré tout, ça va troubler l'aquarium, ça c'est une certitude, hein. Ça, hop. Et voilà. Alors l'eau trouble, évidemment, ça va très vite être absorbé par le filtre. Mais comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez encore profiter un petit peu du décor que vous venez de faire, ne mettez les sels minéraux qu'au moment où vous allez l'éteindre, en sachant que le lendemain, de toute façon, ce sera éclairci. Voilà. Mettre la coiffe. Et je pense qu'on a, pour ainsi dire, fait le tour pour la mise en route. Voilà David, bon ça y est, il est en eau. Maintenant, il faut attendre quand même un petit peu avant de mettre les poissons. Oui, maintenant, comme on disait tout à l'heure, il vaut mieux attendre une petite semaine avant de mettre les poissons. Ça, c'est la meilleure solution. Et je dis bien, les premiers poissons, j'insiste là-dessus, parce que quelquefois, les gens qui ont attendu une petite semaine, ils sont tellement impatients qu'ils veulent en mettre de trop. C'est pas la bonne chose à faire. Il faut y aller doucement, mettre quelques petits poissons au début, histoire évidemment que le filtre puisse suivre, qu'au niveau biologique, ça, c'est quelque chose d'important. Et alors, très important, au début, quand vous allez mettre les poissons, prendre la nourriture adaptée et ne pas donner trop à manger. Ça, c'est capital. Celui qui donne trop à manger va avoir des problèmes d'eau à cause de la nourriture qui ne sera pas consommée. Maintenant, il y a certaines marques qui font des choses très bien, comme par exemple JBL, où on a des flacons de nourriture avec un petit doseur qui permet vraiment d'adapter la quantité de nourriture à la quantité de poisson qu'on a au départ. Et ça, c'est vraiment très important de ne pas donner de trop les premiers jours. C'est ça. Enfin, de trop, excuse-moi de te couper, mais de trop en règle générale, mais surtout au début. Oui, parce que là, vous allez favoriser évidemment les algues, etc. Absolument. Donc David, voilà, bon, notre aquarium il est prêt, il tourne, on va le laisser maturer bien entendu avant de mettre les poissons. Moi je vous invite à suivre un prochain Aquavideomag où on va parler comment acclimater un poisson, parce que ça c'est aussi très important. Oui, absolument, savoir comment on fait quand on a ramené les poissons en fonction de la durée pendant laquelle ils ont été emballés. Tout ça on va présenter sur un prochain Aquavideomag, comme tu le dis bien. Eh bien, restez avec nous et à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.